dans ce deuxième Vlogmas et on commence avec un petit succès. En tout cas pour moi, je vous disais dans le précédent Vlogmas, je travaillais sur ce pull qui est un nouveau modèle, du coup qui sera un nouveau modèle. Et j'étais pas trop sûre de la construction, voilà. Je voulais associer des lignes claires et structurées avec ce col qui va pas jusqu'au bout, qui est un peu ouvert, des manches montées, avec une coupe très décontractée. Et j'étais vraiment pas sûre de ma vision. Et bah c'est ce que je voulais. Je suis très surprise que ça ait aussi bien réussi. C'est pas parfait. Il est un peu trop long. Mais pour moi, pour ma morphologie, je pense qu'il aurait pu s'arrêter là et être un peu plus flottant. Là en fait, comme il est finalement d'une longueur plus classique, mais que j'ai les hanches très marquées, ça fait moins souple à ce niveau-là sur moi. Mais c'est quand même hyper sympa parce que ça va en fait avec l'effet j'ai piqué le pull de mon père. Vous voyez, c'est ça que je voulais, hein, une coupe vraiment décontractée avec une emmanchure basse, mais en prenant un fil souple. Alors il faudra vraiment prendre un fil avec du drapé. Prenez pas un fil trop, on va pas prendre un fil trop dense qui se tient trop bien parce que là ça va être assez inconfortable. Alors que là, mon emmanchure est très basse, hein, donc voilà, c'était fait exprès. Mon aisselle elle est là. Et donc par rapport à une emmanchure classique, il y a 4-5 cm en plus. Mais vu qu'on est sur un fil souple, je peux mettre un manteau sans que ça me gêne. Voilà. C'est vraiment l'effet doudou que je voulais. Voilà, les manches un peu plus longues que ce que je fais d'habitude, qui sont pas très resserrées. Alors elles sont ajustées, hop, hop, mais voilà, il n'y a pas d'effet ballon. Je suis vraiment contente. Donc je fais des photos. Là, et vous me verrez travailler sur le patron. Et je pense faire l'appel aux tests en fin de semaine, là. Quand vous voyez ce vlog, ça sera déjà fait, si j'ai réussi. Et donc voilà, j'ai bien mis les boutons tout bêtes que j'avais achetés à Centracor. Et je trouve que ça lui va bien. Je suis contente du col. Et ouais. Ce que j'aime bien, c'est que ce sera assez facile d'ajuster pour resserrer. Si justement vous voulez quelque chose de plus resserré, en fait c'est tout simple. Il suffira de relever jusqu'au bout ici et de pas avoir cet effet que moi je voulais qui se tienne comme ça. Si vous relevez jusqu'au bout et que vous mettez un bouton là tout de suite, ça fait une encolure un peu plus qui épouse un peu plus le cou. Mais là je voulais quelque chose de dégagé. Je pense que ce serait sympa si je trouve un t-shirt ou une chemise avec un col un peu... Faudrait que je trouve la bonne chose pour que ça se montre là. Et peut-être un tout petit peu autour, à voir. Mais sinon, je suis très contente. Donc ça se déboutonne. Hein. Avec mes petits torsades ici, que j'ai répété au tout début des côtes du pull. Au début, je pensais faire vraiment 1 sur 2 jusqu'au bout. Puis je me suis dit que ça, pour le coup, ça resserrerait vraiment les côtes et ça ferait vraiment un effet blouse très rétro. Et je voulais pas forcément ça. Donc je gardais l'effet un peu décoratif au début, mais ça garde la coupe molle. Qui est ce que je voulais. Donc je suis super contente. J'ai fait quelques photos, j'espère qu'il y en a qui sont potables. La luminosité est un petit peu particulière, mais pas trop moche. Je suis contente. Alors, j'ai pas mal de boulot cette semaine. Autant la semaine dernière, j'ai pu me concentrer sur le tricot du pull qui devrait s'appeler le pull Uraka. Je pense. Je verrai. Autant là j'ai pas mal de choses à faire, je dois publier la vidéo du mois sur Patreon, donc si vous ne le savez pas j'ai une page Patreon à travers laquelle vous pouvez soutenir mon activité et avoir accès à quelques contenus en coulisses et à des patrons offerts en échange de votre abonnement. Ce mois-ci la vidéo Patreon c'est une revue de certains fils de la marque Fil Colana, donc voilà j'en parle un petit peu des fils que j'ai testés, de ce que ça donne en différentes techniques, etc., de ce que j'en pense.
C'est une marque que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, c'est la vidéo que je vais poster sur Patreon ce mois-ci. Les vidéos sur Patreon sont accessibles à partir du 2e niveau, donc c'est 5 € par mois, plus la TVA qui dépend du pays où vous vous situez. Et voilà, donc il faut que je fasse ça. Il faut du coup éventuellement que je m'occupe un petit peu du patron du pull. Ouais, Ouraga, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. De ce pull, alors il est gradé, etc. Il faut juste que je grade les manches, que j'écrive le patron, que je le traduise en français et que je prépare, que je fasse un tour d'édition technique et éventuellement faire un appel au test en fin de semaine parce que j'aimerais bien si possible le sortir mi-février. Ouais, je suis assez curieuse de voir si ce modèle vous plairait parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait dans mes habitudes en termes de coupe, en termes de style, etc. Mais je suis plutôt contente. Je pense aussi que ce serait un pull qui plairait bien à ma mère. Faudrait voir. Alors elle le voudrait certainement pas dans une couleur aussi fade. Mais je lui ferai essayer, je pense, et si ça lui plaît, je lui en tricoterai un aussi un jour. Donc je devrais m'occuper de ça cette semaine. Et la grosse tâche de cette semaine, niveau boulot, ça va être de préparer un prototype pour un petit cadeau. Alors j'essaie de faire un patron gratuit tous les ans parce que je trouve que c'est... j'ai envie de remercier un peu tout le monde pour leur soutien et me permettre de faire cette activité. Et aussi, ça permet aux gens de voir un peu comment j'écris des patrons. Ce qui est toujours utile parce que il y a certains types d'instructions qui nous correspondent plus ou moins et c'est pas... voilà, c'est juste une question d'individualité. Donc je trouve que c'est pas mal de proposer de temps en temps un modèle gratuit pour que les gens aient un peu une idée du type d'explication. Et donc ce modèle là que je veux sortir, le patron est prêt depuis des mois, juste je n'ai pas tricoté le prototype. Je n'avais pas eu le temps. Et je voudrais le sortir la semaine prochaine ce patron. Voilà, hein? C'est un châle, un petit châle à un écheveau. Alors quand on dit châle à un écheveau, ça dépend de l'écheveau, hein, du coup. Parce que parfois on peut utiliser des écheveaux qui ont des métrages tout à fait différents, même si c'est grosso modo le même poids de laine. Et j'ai vu récemment, je crois que c'est Justina Lovkowska qui est sorti un très joli châle avec un motif de dentelle. Il est doré, son prototype. Pourquoi j'ai mon nez rouge? Bon bref. Son prototype est doré, il est magnifique. Il est resté en première page de Ravelry assez longtemps. Et il est très très beau. Et donc c'est techniquement un châle à un écheveau, sauf que l'écheveau qu'elle a utilisé, il fait 480 mètres pour 100 grammes. C'est une laine un peu plus fine. Et du coup, oui, c'est un châle à un écheveau, mais faut utiliser des écheveaux particuliers. Généralement, les écheveaux de fingering, c'est entre 366 et 425 mètres. Donc il y a quand même pas mal de variations. Donc quand on dit châle à un écheveau, moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment faire une coupe adaptable. C'est-à-dire que... Pourquoi mon nez, il est... Oh, décidément, c'est... Voilà. J'ai fait la blague dans le dernier Vlogmas que j'allais me convertir en clown. Bah, visiblement, oui. Donc, moi ce que j'aime bien quand je fais des châles à un écheveau, c'est que ce soit des formes très adaptables, comme ça vous pouvez utiliser la quantité de fil que vous voulez, que vous en ayez plus ou moins. Vous pourrez aussi faire un très grand châle. Donc la forme que moi j'aime bien faire, c'est une forme de triangle en biais. Et donc on augmente, jusqu'à avoir utilisé la moitié de sa laine, quelle qu'elle soit, et on diminue. Là, ce qui est pas mal, c'est que je veux faire un tout petit... Alors j'ai commencé, mais ça... Ou pas. J'y crois à mort hein, que je vais le sortir la semaine prochaine. Hein. Je suis persuadée de ma... dans ma désillusion là, il n'y a pas de souci.
Ça va être un petit motif. Ma répétition globale, elle fait que 16 rangs. Donc ça va vraiment être facile d'adapter la quantité de fil utilisé et la longueur du petit châle ou de la petite écharpe. Peut-être que moi je vais faire plus une forme petite écharpe. Je ne sais pas parce que j'aime tellement ce fil. Je pense que je vais vouloir l'utiliser au maximum. Il s'agit de la Linen Quill de Pearl Soho, qui est de la même couleur que mon nez, vous l'aurez remarqué. C'est le coloris Kiln Red. Ça veut pas faire la mise au point. Attention, plan de youtubeuse beauté, voilà. La Linen Quill de Pearl Soho, c'est un fil qui est très populaire et que moi j'aime beaucoup. C'est 50% laine péruvienne Highland, 35% alpaga, 15% lin. Et donc ça fait un fil un peu chiné comme ça avec la texture du lin. Il existe aussi en plus épais en worsted. C'est doux, ça a une texture intéressante, un joli drapé, vraiment très sympa. Pearl Soho, donc, est une marque américaine qui a une boutique en ligne. Généralement vers la fin de l'année, début d'année, ils font tout le temps des promotions. Donc si jamais leur fil vous intéresse, je vous en ai déjà parlé, si jamais vous voulez acheter de la Pearl Soho, parce qu'ils ont beaucoup de gammes très chouettes, notamment des fils d'été aussi, n'hésitez pas à attendre, à les suivre sur les réseaux, éventuellement à vous abonner à leur newsletter, à leur infolettre, parce qu'ils font des promotions très souvent, et donc ça ne sert un peu à rien d'acheter à prix plein, surtout que nous on a l'expédition et les frais de douane. Donc voilà, je préfère le dire quand je parle de Pearl Soho, achetez pas, moi j'achète jamais à prix plein parce qu'en fait j'attends qu'il y ait moins 20 ou moins 25% généralement, c'est très récurrent, surtout à cette période là, et au moins ça compense un peu la douane. Voilà. Donc, parfois il n'y a pas de douane. Parfois, je sais pas pourquoi, ça passe au travers des mailles du filet. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai cet écheveau dans ce coloris très chouette. Et donc, c'est avec ça que je vais faire mon petit châle que j'espère pouvoir faire cette semaine. Le patron est déjà écrit et tout, hein. J'ai juste éventuellement à tricoter et à faire des photos. Mais voilà, donc ça va être le petit suspense des deux vlogmas précédents, des deux vlogmas suivants. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Donc voilà, c'est un peu le projet de cette semaine, m'occuper de mon pull informe, mais que j'aime beaucoup, et de ce châle. Voilà. Je voudrais aujourd'hui faire des sablés aussi, je verrai si j'ai le temps. Je pourrais vous montrer ça. J'ai un problème, pas qu'un, mais en l'occurrence j'ai un problème. Houston, voilà un petit châle, et vous voyez un peu le motif texturé. Donc il y a des jetés, il y a des côtes, et il y a des petites bandes de points mousse. Et c'est très joli, j'aime beaucoup. Mais je sais que probablement pas mal seront déçus de pas bien voir ce que donne le motif texturé, parce que le côté, pour que ça va, mais le côté chiné en fait de la laine avec les petits bouts de lin font un peu la texture. Alors j'aime beaucoup, mais je voudrais quand même pouvoir montrer la texture pure pour que on puisse se faire une meilleure idée de ce que ça donne. Disons que sur un jeu de texture, que ce soit de la dentelle ou des torsades, le faire avec un fil lisse et uni, ça permet d'avoir la base. Et ensuite, c'est plus facile de se projeter sur, tiens, si j'utilise un fil varié, si j'utilise un fil avec un peu plus d'un effet chiné ou texturé, poilu, qu'est-ce que ça peut donner par-dessus. Mais voilà, là, j'ai un peu peur que
ben, on soit un peu trop dans le flou par rapport à l'effet que donne la texture. Donc, je mets ça de côté. Je continuerai plus tard. Et je vais recommencer dans ce fil qui est un écheveau de Yarneline. C'est du pur mérino, superwash, machin, qui est un fil bien rond, retordu, lisse, uni, etc. C'est le coloris Madame Sauvage. Et donc je vais faire mon prototype principal dans ce coloris-là. Avec un peu de chance, au moment où je publierai le modèle, j'aurai donc ce prototype-là en entier et éventuellement celui-ci quand même pas mal avancé et je pourrais éventuellement inclure des photos. Mais voilà, je vais recommencer avec un fil plus lisse.
pas mal, hein. On voit bien le motif. Je pense du coup faire cette version-ci plus comme une petite écharpe et la version rouge plus comme un châle un petit peu plus grand. Bon, j'ai pas fait exprès, mais du coup ça tombe bien que ce soit très Noël. Là je fais une pause, je suis en train de... depuis ce matin en fait, je traduis le patron du pull à col boutonné. Qui était déjà écrit et gradé, il faut que je le traduise en français et c'est long, c'est long. Parce qu'il y a beaucoup de textes sur tout le processus du col, les manches montées, etc. J'essaie quand même que le patron accompagne bien parce que comme c'est un modèle principalement avec du jersey, je sais qu'il va potentiellement attirer plus de débutants qui se méfient pas des constructions. En fait, les gens ont tendance à penser que ce qui est difficile quand on débute, c'est de faire des motifs, etc. Mais pas tellement. La plupart des gens ont plus de difficultés à concevoir comment se construit un vêtement et vont bloquer sur des placements d'augmentation sur un raglan, sur des relevages de mailles, etc. parce qu'ils visualisent pas l'objectif et qu'ils ont du mal à juste exécuter sans comprendre ce qu'ils font. Plutôt que de juste suivre un motif, ce qui est généralement plus abordable. Et du coup, j'essaie de bien décrire toutes les étapes du patron, mais c'est un petit peu difficile de jauger la limite entre ce qui est bénéfique et ce qui est un peu trop redondant. Mais il n'en reste que ça fait beaucoup de textes à traduire et que ça me prend du temps, que je suis en train de me griller le cerveau. Je porte mon pull Hyphen, qui est un de mes modèles, qui est un yoke en jacquard avec un petit motif géométrique. Voilà, et un rappel en bas aussi. Et j'en profite de ma pause pour vous parler un petit peu lecture. Ça avait l'air de vous avoir plu dans le précédent Vlogmas, donc je continue, parce que de toute façon ça occupe pas mal de mes journées. J'ai fini ce matin du Roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro. Un peu déçu, un peu déçu. Alors c'est pas mauvais, loin de là, hein. C'est un... mais c'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais. C'est un roman historique, alors il y a une pointe de fantaisie, mais c'est plus un symbolisme qu'autre chose, c'est principalement un drame familial et roman historique. Ensuite, Sinan, donc le personnage principal, qui fait partie d'une famille musulmane, arabe, qui a choisi de rester en Espagne à la fin du XVIe siècle, alors que du coup l'église catholique et le royaume essayaient de alors laisser le choix soit de les expulser, soit de se convertir. Et donc on a un contexte hyper intéressant avec avec ces guerres de religion. Il y a aussi le fait que le père du personnage principal, lui, essaie de, un peu en cachette, de restaurer la grandeur et le pouvoir musulman et arabe qui a été repoussé. Et il va envoyer son fils et sa fille jumelle, il y a des deux jumeaux, chercher un artefact qui, il pense, pourrait aider sa cause. Et donc ils vont se retrouver en Méditerranée, en France, à Montpellier notamment, pendant la période de la Réforme, avec le début des conflits entre protestants et catholiques, etc. Donc c'est très axé sur les conflits de religion. Et ouais, c'est intéressant, mais j'ai vraiment manqué d'investissement émotionnel envers les personnages. En fait, j'ai pas du tout accroché au personnage principal qui, je trouve, manque un peu de passion, de quelque chose. En fait, il a pas vraiment de motivation définie, il est un peu vide et un peu spectateur. Alors c'est intéressant comme concept de pas forcément suivre des acteurs, mais plutôt de se pencher sur un témoin, sur quelqu'un de normal. Mais je me rends compte quand même que dans les romans historiques, j'aime bien suivre une personnalité qui est motivée, voilà, qui est animée par quelque chose, parce que sinon je ne suis pas du tout happée par l'histoire. Et c'est un peu terrible parce que c'est pas impersonnel, parce qu'il y a vraiment
un conflit émotionnel avec la famille, enfin, avec son père, avec la sœur jumelle. Et il y a un moment aux 2/3 du livre où je me suis dit ah ça y est, et je vous disais dans le vlogmas précédent quand j'ai commencé à le lire que j'étais encore dans la mise en place après une centaine de pages. Ça a jamais vraiment décollé en fait pour moi. Ouais, en fait ce qui est terrible c'est que j'ai l'impression qu'il y avait une histoire et des personnages très très intéressants, mais que la caméra était pas centrée au bon endroit et que du coup tout ce qui était intéressant se passe hors champ, plutôt littéralement d'ailleurs, hein, parce que non seulement il y a un personnage qui me paraissait plus intéressant, celui de la jumelle du coup, qui elle est un peu plus la niaque, mais on la suit pas, et il y a un moment où on saute 30 ans de vie des personnages et on retrouve le personnage principal dans une situation complètement différente. On comprend qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie, mais c'est ces 30 années en fait qui auraient peut-être été intéressantes pour moi, je pense, plutôt que le reste qui somme toute était un peu plat. Ouais, donc je suis un peu mitigée. Je sais pas si c'est parce que peut-être c'est court. Il y a à peine 300 pages. Pour un roman historique, c'est peut-être un peu juste pour vraiment que je me sente impliquée dans l'histoire et dans les personnages. Mais ouais, je pensais beaucoup aimer de ce que j'en avais entendu et bah, pas tant que ça. Je vais lire maintenant. Qu'est-ce que je voulais lire? L'école des bonnes mères de Jessamine Chan, The School for Good Mothers. Donc ça a été traduit en français, l'école des bonnes mères. Bonne mère, rien à voir. J'arrête cette blague tout de suite. Si j'ai bien compris, c'est une dystopie très portée sur les services sociaux et les jugements sur la maternité, sur voilà, être une bonne ou une mauvaise mère. Je suis un peu d'humeur dystopie. Ce qui n'est pas souvent le cas parce que faut quand même avouer que il y a certaines évolutions dans notre monde qui me fait me demander si parfois les gouvernements et les entreprises des gens qui ont du pouvoir ne prennent pas les dystopies comme un manuel d'instruction. Donc parfois j'ai pas vraiment d'humeur à lire des trucs qui sont censés être oh mon dieu, vous imaginez si c'était comme ça, ce serait horrible. Ouais, en fait c'est un peu trop proche du coup. Mais là ça va. Donc je vais lire ça, j'espère que ça me plaira. Je vais finir de m'occuper de mon patron et j'espère pouvoir bien avancer sur mes petits châles. Ouais, je regrette pas du tout d'avoir fait une version un peu plus nette. En fait, j'ai combiné un point de dentelle et un point texturé de deux autres de mes modèles. Le point texturé, c'est celui qui est sur les chaussettes Eris, qui sont des chaussettes très simples avec des côtes et des lignes de point mousse, qui est donc ce qui est ici. Et le petit point de dentelle, c'est un modèle de haut cache-cœur publié dans le Pom Pom de l'été dernier, qui devrait être republié individuellement cet été, enfin l'été 2024, quand j'aurai récupéré les droits. Je pense pas me retricoter une version pour moi, même si la version prototype que j'avais tricotée pour Pom Pom est un peu trop petit pour moi. J'ai pas le temps de me faire une version pour l'été prochain, mais je m'en ferai peut-être une plus tard. Mais j'aimais beaucoup le petit jeu, c'est un jeu de dentelle suivi d'un rang de mailles en vert, qui est fait de l'autre côté, donc des mailles en droit. Et j'aime beaucoup la texture que ça donne et je trouvais que ça s'associait bien avec l'autre petite rayure texturée. Voilà pour le programme de ce mardi.
j'ai quelques petites choses à vous dire. Je porte toujours iPhone. Je vous ai montré, j'ai passé une petite commande j'ai passé une commande chez Laine des Îles, qui est une boutique que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup la sélection de fils qu'elle propose. Je voulais à la base une quantité pull de Tindé de Hillesvag. Hillesvag est une filature norvégienne qui a plusieurs gammes de fils, à peu près toutes les épaisseurs. Soyez pas trop perdus. Parfois une même épaisseur a deux noms. En fait ça correspond à la gamme de couleurs naturelles teinte et à la gamme teinte. Ça c'est la Tindé, donc c'est la DK. Il y a 260 mètres au 100 grammes et c'est donc un brun chocolat très très beau. Alors il fait, enfin c'est presque la nuit, mais vous n'avez pas trop une mauvaise couleur. J'aime beaucoup ce fil, je l'ai utilisé pour un modèle de châle, le châle Leidola. Moi je le trouve agréable à porter parce qu'en fait c'est un fil qui est léger. J'aime énormément ce genre de fil parce que ça tient chaud, mais ça gonfle en fait et c'est pas dense du tout, et donc ça permet de respirer tout en ayant chaud. Voilà, ça va pas du tout m'étouffer. C'est un fil que j'aime beaucoup. Alors c'est une 2 brins, c'est un fil que j'aime beaucoup en dentelle, en texture, en jacquard évidemment. Je l'ai pas encore j'ai pas fait du vrai jacquard avec, je fais de la mosaïque. Mais par contre j'avais fait des tests avec des torsades, j'aime moins. Alors de manière générale les fils de brin, comme c'est des fils qui sont plats, ils font moins de relief, donc c'est pas le rendu idéal pour les torsades, mais parfois j'aime bien cet effet en torsade aussi. Avec ce fil je trouve qu'il y a une finesse qui fait que voilà, c'est pas l'idéal, mais pour tous les autres types de textures j'adore. Et je voulais me tricoter ça c'est un rang raccourci qui s'est mal goupillé. Il n'y a pas de trou. je le dis parce que peut-être que vous avez remarqué que ça vous énerve. C'est pas un trou, ne paniquez pas. Il faut juste que je retire un peu mes brins pour que ça se repositionne. Mais j'oublie à chaque fois de le faire. C'était en train de dire oui. Je voulais me tricoter le pull Judy de Gregoria Fibers, dont j'aime beaucoup le travail. Je trouve que elle a ce style un peu à la scandinave avec des coupes confortables, simples, un côté classique, mais qu'elle utilise souvent des textures un peu différentes. J'ai vu Marlene Nitz, qui est une tricoteuse allemande qui fait des podcasts en anglais. Il me semble qu'elle avait testé ce pull. C'est chez elle que je l'ai découvert et j'ai complètement craqué dessus. J'aime beaucoup la texture. Il est tricoté à la base en tenant 2 fils de Isager en double. J'ai jamais tricoté moi avec la Isager. Ouais, je trouve que c'est un peu cher en France du moins. Alors je suis convaincue de la qualité, etc. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai un peu de mal à trouver un projet, une idée de projet avec. Je me tourne pas forcément vers elle parce que je sais que c'est quand même un budget. D'autant plus que souvent les modèles faits avec la Isager tiennent plusieurs fils en même temps. Et là en l'occurrence c'est un fil de dentelle alpaga plus un fil de mérino. Et le fil de mérino est vendu en écheveau de 50 grammes au même prix que des écheveaux de 100 grammes d'autres laines. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Par contre, quelque chose que j'ai remarqué, j'ai vu pas mal de gens tester pour des designers indépendants qui avaient designé avec la Isager, et Isager sponsorise les tests. Donc voilà, fournit la laine aux testeurs pour soutenir les tests des designers indépendants. Je trouve que c'est une démarche chouette. Voilà, si jamais vous suivez des designers qui utilisent la Isager et que voilà, vous avez la possibilité de tester, c'est une démarche que je trouve chouette. Bref. Je me suis dit que ce serait un bon substitut. L'échantillon, je crois, est de 21 mailles sur 10 cm. Et je pense que ça devrait bien rendre. C'est une texture qui est principalement faite de point mousse. Alors c'est ma seule interrogation.
parce que c'est un pull épaule tombante, avec une construction assez classique de haut en bas. On fait le haut du corps à plat, ensuite on rejoint en circulaire le corps sous les emmanchures pour tricoter le corps en rond. Et moi mon problème c'est que le point mousse en rond, j'ai vraiment une assez nette démarcation de tension visuelle parce que le point mousse en rond, donc on fait un rang de mailles endroit et un rang de mailles envers. Donc je pense que je tricoterai certainement le corps et les manches à plat et je ferai une couture sous les manches et sur les côtés. Parce que moi ça me dérange pas de coudre, par contre ça m'embête plus de faire des mailles envers. Donc vu que là on est sur du point mousse, autant que je tricote à plat. Donc je ferai peut-être cette modification là. Mais voilà, je voulais... C'était très joli. Je vais vous donner les prix. Hop, je crois que c'est 14 € les chevaux de 100 grammes de Hilleswag. Ouais, 13,95. Ouais. Et tant que j'étais chez Laine des Îles, j'ai vu que récemment elle a rentré de nouvelles gammes de fils, dont celle-ci qui est la marque By Laxton's et c'est la Wool Trace DK. Donc c'est de la laine britannique, ça c'est de la DK, donc 225 mètres au 100 grammes. Et le principe en fait c'est qu'on sait que c'est un mélange de laine britannique, mais on n'a pas forcément le détail ou toucher, je pense qu'il y a quand même beaucoup de BFL. On a un QR code en fait qui permet de retracer toute la production du fil jusqu'à la ferme, jusqu'à la race de mouton qui a été utilisée. Et je trouve le principe chouette. Ils sont à 17 € les écheveaux de 100 grammes. Voilà, donc c'est un peu gamme de prix haute, mais si c'est un chouette fil avec une bonne démarche, ça me va. Et donc j'ai pris, j'ai une idée depuis un moment de modèle de bonnet en jacquard, et j'avais pas la laine appropriée, et voilà. L'idée ce serait de faire les côtes, enfin le revers du bonnet dans un coloris contrastant, je ne sais pas dans quel sens, et de faire le reste du bonnet en jacquard. Et je me suis dit que ces deux versions ce serait sympa, parce que j'aimais bien les deux combos. Ça c'est Poppy, Dried Lime, Claret et qu'est-ce que c'est, Sunset, qui est moins vif que ce qui ressort là, mais la gamme de couleurs est vraiment très très belle. Voilà, il y a des neutres aussi, il y a des jolis verts, il y a un bleu foncé que j'ai hésité à prendre pour l'associer à celui-là, mais je me suis dit que quitte à être pas subtil, autant y aller jusqu'au bout. Mais voilà, donc petite réception de fil. J'ai terminé mon petit châle vert qui est en train de tremper, je vais le bloquer. Et donc je reprends ma version rouge, que j'aurais absolument pas fini, hein, mais je vais la faire tranquillement. Et j'essaierai peut-être de faire une jolie photo en cours pour montrer une version plus grande, même si elle n'est pas finie, sur le patron. Vous m'en voudrez pas, ce sera un modèle gratuit. Vous avez compris le principe, ça se fait de la taille que vous voulez. J'ai utilisé 57 grammes de laine pour ma version verte. J'ai mal calculé mon coût, j'aurais bien voulu essayer d'avoir que ça rentre dans une demi-pelote, mais ça se fait sans souci. Je pense que si vous faites 2 répétitions de moins que moi, ça passe dans 50 grammes et ça fera quand même une taille conséquente, parce que c'est une écharpe, mais elle pourrait être plus petite et on pourrait la porter facilement, même si elle était plus petite. Voilà, je vais la bloquer, ça va bien s'étaler, donc vraiment ça aurait pu passer dans 50 grammes, j'ai juste pas trop bien calculé, j'aurais dû peser, mais je me suis laissée emporter. J'ai commencé à lire L'école des bonnes mères de Jessamine Chan. J'ai commencé ce matin, enfin non, j'ai commencé hier soir, mais en ce moment le soir, je commence à lire. Je lis littéralement 2 pages, dans le meilleur des cas, et je m'endors. Je suis assez fatiguée en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je suis un peu...
j'ai un peu de mal. Je dors pas spécialement bien, mais je dors pas spécialement mal. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai plutôt lu ce matin. Et je suis à fond dedans. Ça me plaît énormément. Pour le moment, c'est très captivant en tout cas. Donc on suit Frida, qui est une maman récemment divorcée, maman de Harriet. Et Frida fait une grosse bêtise. Elle laisse Harriet toute seule 2 heures chez elle. Harriet a moins de 2 ans. Et donc les voisins appellent la police, etc. Machin. Et on comprend qu'il y a un nouveau système de protection de l'enfance pour juger si les parents sont aptes à s'occuper des enfants, etc. C'est pas très clair. On sait pas trop si c'est très humain, etc. Voilà. Et donc je vous spoil rien parce que c'est un peu c'est le titre. Pour avoir le droit de récupérer les droits comment on dit, ces droits de parentalité, voilà, en gros, et pouvoir vivre et s'occuper d'Harriet, Frida doit aller dans une école où on va lui apprendre à être une bonne mère, voilà. Toute la première partie, donc sur l'incident, sur l'enquête, etc., c'est pas évident à lire. Je pense que ce sera un livre qui fonctionnera très différemment en fonction de si vous avez des enfants ou non, si vous en voulez ou non. Donc voilà, contexte, mon avis vient d'une personne qui n'a pas d'enfant et je n'ai qu'un lien très indirect avec, j'ai un lien, mais j'ai un lien très indirect avec la protection de l'enfance, les familles d'accueil, les placements pour la sécurité, pour protéger les enfants de leurs parents, etc. Ce genre de choses. Je pense que si c'est quelque chose qui vous touche de manière plus personnelle et plus directe, je serais très intéressée d'avoir l'avis de quelqu'un que ça concerne directement. Parce que je pense que voilà, ça peut être un peu dur à lire. C'est pas... comment dire ? C'est pas violent, c'est pas fait pour traumatiser, etc. C'est pas non plus tout... comment dire, Frida a fait n'importe quoi, hein, ça c'est une chose. Et elle a des... Il y a des causes à ça qui, quand on est une femme, sont un peu... Ouais. C'est très bien fait parce qu'on... Moi personnellement en tout cas, je suis assez attachée à Frida. Je m'identifie pas parce que je suis pas du tout dans une situation comparable, mais je dirais que je la comprends et en même temps, ce qui est bien fait, c'est qu'on la comprend, mais en même temps, il n'y a pas de doute et elle-même est très... On sent qu'elle est quand même au courant des choses qui font que oui, peut-être qu'elle est une victime dans un système qui pousse les mères à l'échec. Mais en même temps, elle est consciente qu'il y a peut-être quelque chose chez elle qui faisait que peut-être qu'elle s'est mise dans cette situation aussi, en gros. Voilà, elle est à la fois victime et pas dupe sur ses responsabilités. Donc c'est vraiment bien fait. Il y a certaines scènes qui sont très énervantes. Mais c'est pas larmoyant non plus. Voilà, j'accroche vraiment beaucoup. Et je suis très curieuse de voir où... Enfin, je me doute un peu de là où ça va. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que... Alors, on est sur une dystopie. Ou pas.
Ce qui est marrant, c'est que la ligne entre la dystopie technologique et les choses qui sont faites dans notre vraie vie, dans la réalité aujourd'hui, par des gouvernements, par certaines entreprises, que ce soit au nom de la sécurité ou au nom du profit commercial, la ligne dans ce livre, elle est vraiment... Elle est bien suivie, pile au milieu. Je pense que si ce livre avait été écrit il y a 30 ans, c'est marrant, hein, je me dis si ce livre avait été écrit il y a 30 ans, il y a certaines choses qui sont mises en place, de la surveillance notamment, pour vérifier comment Frida est, comment Frida se comporte, etc. dans sa vie, pour vérifier si elle est apte, si elle correspond à ce que la société attend d'une mère. Et voilà, les choses qui sont faites, je pense qu'il y a 30 ans, en lisant ça, la majorité des gens se seraient vite opposés, vite oh ça va pas du tout, c'est clairement c'est horrible, c'est clairement la science-fiction horrible, voilà, le meilleur des mondes, etc. 1984, tout ça. Le lire aujourd'hui, en 2023, il y a quand même une conscience de la situation dans laquelle on est et le fait que il y a des choses qui sont citées, qui sont réelles et on est du coup, je suis en train de faire n'importe quoi. Et c'est marrant parce que je me rends compte en lisant qu'il y a certaines choses où on se dit ah mais est-ce que non, mais c'est peut-être justifié, faut pas être parano, l'intention elle est peut-être bonne. Et puis à un moment on se dit, non mais attends, t'es tellement habitué à cette espèce de pression technologique, les pubs tout le temps, machin, des choses comme ça. Voilà, je pense que la réaction à ce genre de livre, dans le passé, aujourd'hui et dans le futur, serait très différente. Justement parce qu'on tolère de plus en plus, je pense, le côté intrusif via la technologie dans la vie des gens. Bref, je trouve juste ça intéressant. J'ai pas de... je prêche pas ou quoi que ce soit, je trouve... en lisant, voilà, je me fais la réflexion, je me dis tiens c'est marrant, mais je pense que si... Voilà, si je faisais lire ça à quelqu'un qui n'a pas été... Si je fais lire ça à ma mère, qui a appris la technologie en étant complètement adulte. Elle n'aura pas le même sentiment que moi, qui suis de la génération qui est grandi avec... Enfin, j'ai pas grandi avec... J'ai grandi avec la technologie dans le sens où l'avènement des téléphones portables, d'internet, tout ça, j'étais jeune ado. Voilà. Donc j'ai grandi dans le sens où la technologie a explosé et évolué en même temps que moi j'évoluais. J'aurais pas la même impression. Si je fais lire à ma sœur, qui est plus jeune que moi, qui elle, pour le coup, a eu Internet et les réseaux sociaux en étant... c'était déjà établi quand elle était enfant, ou du moins ado, elle n'aura pas non plus la même impression. On n'a pas le même rapport à ce genre de choses. Et je trouve juste que lire des dystopies, c'est intéressant pour ça. Et là, ce livre joue bien l'angle de l'expérience personnelle, l'histoire personnelle et très émotionnelle du personnage, et en même temps les questions un peu plus générales et un peu plus systémiques sur ces sujets-là. Bref, j'ai lu que 25% et j'ai tellement de choses à dire déjà dessus. J'espère que je suis pas en train de me monter tout un espoir que ce livre soit un gros coup de cœur et qu'après ça va me décevoir. Mais en tout cas, les 25 premiers pourcents, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je déteste le personnage de l'ex-mari, du père évidemment. Il est fait pour être détesté, hein, lui et du coup sa nouvelle compagne sont insupportables. C'est un peu grossièrement fait, mais chez moi ça fonctionne peut-être parce que je connais des personnes qui sont comme ça en vrai. Et du coup, voilà. Quand on connaît des clichés vrais, vivants dans la vraie vie, l'expérience de ces clichés dans la fiction fonctionne bien de manière générale parce qu'on se dit pas que c'est pas réaliste, parce qu'on sait que c'est vrai. Mais voilà,
je vous en dirai plus. Je pense le finir assez rapidement parce que je suis vraiment captivée. On est le jeudi 7 et on va passer la journée à Toulouse. Et je voulais vous montrer que j'ai eu une petite idée en mettant les chaussures. Je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. J'ai 2 paires de chaussettes parce que j'ai froid. Et du coup, il y a ma chaussette tricotée par-dessus. Et vous voyez, ça fait un peu cet effet fausse sous-couche qu'on a parfois sur certains vêtements. Vous avez une couleur qui ressort sous les manches ou le col ou le bas d'un t-shirt, couleur contrastante. Je trouve ça sympa avec les côtes des chaussettes aussi. À voir. Rentrée de Toulouse. Oui, on voulait faire une petite balade. Alors, le marché de Noël du Capitole, c'est pas... pas incroyable. Mais on s'est baladé, je sais plus aller. J'ai découvert une nouvelle librairie, enfin nouvelle, oui, pour moi. La librairie série B, qui est pourtant en plein centre-ville, elle est rue des Gestes ou rue Saint-Ursule. Voilà. C'est une librairie qui est spécialisée dans les polars, les thrillers, la science-fiction, le fantastique, etc. Et j'ai beaucoup aimé parce que la sélection était assez intéressante. Il y avait un bon mélange de ces genres-là. Et surtout, il y avait quand même beaucoup de maisons d'édition, soit que je ne connaissais pas du tout, soit qui étaient qui sont assez petites, un peu indépendantes. Disons que c'était pas forcément hyper en avant les grands noms. Alors ils étaient là, mais il y avait quand même un bon mélange de choses un petit peu plus originales. Fatiguée. Fatiguée. Je porte mon gilet Nynaeve que j'aime beaucoup. Qui est un gilet ouvert avec un léger collier pour pouvoir l'envelopper comme ça, avec ce panneau texturé sur un côté qui est également dans le dos, qui s'est pris un coup de tomate à midi. Voilà, vous voyez là. On verra si j'arrive à nettoyer. Et voilà, je voulais vous montrer quelle avancée sur 2 projets tricot. J'ai pu du coup dans ma voiture tricoter un petit peu. Et j'étais contente parce que c'est pas toujours le cas. Parfois ça me rend un peu malade de tricoter en voiture, comme de lire. Lire en voiture c'est plus systématique que juste je ne peux pas. Et tricoter c'est une fois sur 2. Et là ça a bien marché, donc j'ai pu faire tout ça sur la 2e manche de mon gilet Pride and Pearls, qui est un gilet que je teste pour Veronica Lindberg Kutova Kika. Le test est fini depuis 2 semaines. Moi j'ai pas fini. Le test était très court, donc voilà, elle le sait. Mais elle n'a pas sorti le patron encore, je pense qu'elle va le sortir bientôt. Il y avait pas mal de choses à changer dans les instructions, etc. Donc je pense qu'elle a pas mal de boulot à faire pour le revoir avec les retours de tout qu'on lui a fait pendant le test. J'ai presque fini ma 2e manche. Il me reste, je crois, 18 rangs de ce motif de côte qui est un peu plus long à faire sur les manches parce que comme il faut le faire en rond, il y a des mailles en vert. En fait, c'est comme des côtes 3-1, 3 mailles en droit, une maille en vert. Alors ce motif là, j'en ai déjà parlé, il y a 15 façons de le faire
Soit on peut utiliser des mailles glissées, soit on peut faire des côtes 2-2 qui se décalent comme ça, soit on peut faire des côtes 3-1, 3 mailles endroit, une maille envers, sauf que ça se décale en fonction du côté dans lequel on est pour avoir toujours une maille qui reste toujours la maille endroit ici, et une maille ici au centre qui reste toujours la maille envers, et les deux autres mailles ici, vous voyez, ça alterne. C'est du point mousse. Sauf que du coup, quand on le fait en rond, ben, il faut que à un moment ce soit 3 mailles en vert. Une maille en droit. Donc c'est un petit peu plus lent sur les manches. Mais j'ai presque fini. J'ai presque fini. J'ai fait toutes les finitions. J'ai fait les finitions devant en jersey double. J'ai fait le col double. J'ai aussi fait la corde. Il y a une petite ceinture, il est où mon accord? Il est là. Il y a une petite ceinture en accord, donc j'ai aussi fait ça. J'espère le finir ce week-end. En fait, c'est mon tricot de lecture du matin. Et j'aimerais bien le finir ce week-end pour pouvoir, si jamais elle le sort bientôt, avoir le temps de le bloquer sans être trop en retard. Le bloquer, le laisser sécher. Parce qu'il va falloir que je le bloque, parce que là, il est tout... Et il va falloir que ça se détende un petit peu. La laine que j'utilise, c'est la Londloss Alpaga Merino. Donc c'est le coloris 435 qui est un joli pétrole. Donc il y a de l'alpaga, donc ça va se détendre. J'ai un peu rallongé le corps. Incroyable. J'ai un peu rallongé le corps. Et j'ai raccourci les manches. Par contre. Parce qu'elle, quand elle le porte, ses manches, elles lui arrivent vraiment de là. Et moi, j'aime pas forcément ça. Je portais l'autre, enfin avant, il y a un mois, je portais mon Telesto, mon pull Telesto. Et pour le coup, c'est des manches normales, donc voilà, qui arrivent là comme ça. Et sauf que comme elles sont assez resserrées, je peux pas forcément les remonter bien. Et en cuisinant, elles me dérangent. Donc comme quoi, il faut vraiment que je fasse des manches bracelet maximum. Sauf si ce sont des manches très larges que je peux retrousser. Et donc là, c'est des manches avec un poignet. Voilà. Je l'ai essayé, hein, vous inquiétez pas, ça passe. C'est pas du tout serré sur moi. Mais voilà, donc quoique je pourrais aussi le porter comme ça, pourquoi pas. Mais voilà, donc je voulais pas que les manches soient trop longues pour moi. Mais j'ai vraiment hâte de bloquer. Je pense qu'il va vraiment se révéler au blocage parce qu'il faut que ça se détende. Il faut qu'il prenne bien sa forme. Il faut que les manches surtout, parce que là les manches elles ont l'air toutes rikiki, mais en vrai ça va plutôt tomber comme ça. Ouais. Je croise les doigts pour le finir ce week-end. Et le deuxième projet sur lequel je vais me concentrer dans les prochains jours, je mets en mini pause mon test pour Sophie Oshira, le test en jacquard, pour pouvoir quand même bien avancer sur mon pull sans manches Juniper, un modèle de John Ho, que je tricote en cadeau pour ma mère parce que j'aimerais bien éventuellement pouvoir lui offrir un Noël. Et le truc c'est qu'il faut d'abord qu'elle laisse, faut que j'aille... faut que je finisse le corps, donc j'ai fait une modification, c'est un pull sans manches col V qui se tricote de bas vers le haut. Moi j'ai fait un montage provisoire pour pouvoir faire la pièce, qu'elle l'essaye et qu'elle jauge la longueur de côte qu'elle voudrait, quelle longueur elle voudrait ajouter au pull, parce que je peux pas du tout me baser sur moi, parce qu'on n'a pas du tout la même morphologie, même si on a une stature, une hauteur à peu près similaire, on n'a pas du tout les mêmes proportions, et donc pour moi ça ne fonctionne pas du tout d'essayer de mesurer la longueur d'un corps sur moi pour elle, donc il va falloir qu'elle l'essaye. Je voulais vous remercier d'ailleurs, dans mon dernier podcast en novembre, je vous avais parlé des fils, comme ça là. Ce sont des fils, si vous ne savez pas, type Scooby-Doo, en silicone ou je ne sais quoi, en plastique, qui sont creux. Donc en fait, vous pouvez planter votre aiguille dedans et ça vous fait un lien continu. Vous pouvez faire glisser des mailles comme ça et c'est pratique pour mettre des mailles en attente. Je vous avais dit dans mon premier podcast du coup que j'avais envie de tester et que j'avais acheté les trucs officiels donc de The Knitting Barber.
et que j'étais pas hyper convaincue parce que ils sont quand même assez épais et du coup sur un tricot en fingering ça fonctionnait pas bien, les mailles étaient trop serrées, ça glissait pas, c'était pas forcément lisse, pourtant mon tricot était lisse, hein, c'était de la Merino Superwash, mais j'étais pas hyper emballée. Après plusieurs essais sur des projets comme ça, donc là c'est des aiguilles 4,5, voilà, à partir de DK, Sport et DK, je l'ai fait aussi pour le gilet Prime Pearls, ça marche mieux, voilà. Mais c'est pas non plus incroyable, faut quand même que je fasse bien attention, que parfois ça s'accroche quand même, et il faut que je fasse attention à ce que ça glisse, parce que je sais pas, la surface est bizarre. Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit en fait de juste utiliser des vrais Scooby-Doo, que ça marchait beaucoup mieux. Donc voilà, juste je transmets l'info. Si jamais vous n'avez pas vu les commentaires de cette vidéo et que vous aussi vous posiez la question, achetez pas le truc qui coûte 15 €, voilà, achetez juste des Scooby-Doo. Alors du coup j'ai acheté quelques fils Scooby-Doo, mais j'ai pas trouvé de très longs. Vous m'aviez dit que vous en trouviez qu'on peut couper à la longueur qu'on souhaite. J'ai pas trouvé ça. J'en ai juste trouvé de 80 cm. Et du coup, il m'en faudrait des plus grands si je veux mettre un corps en attente. Je sais pas où trouver des plus grands. Je regarderai en magasin de jouets ou autre. Mais oui, du coup, c'est beaucoup plus glissant. Ça marche beaucoup mieux. Par contre, ils sont un peu petits, ceux que j'ai trouvés. Et donc, l'aiguille, il faut que je fasse attention quand je la mets, parce que parfois, elle se met pas très bien. Mais je l'ai fait avec une aiguille 3,75 et j'ai réussi. Donc, voilà. Je transmets l'info. Bref, je veux avancer pas mal dessus. Une fois que j'aurai fini mon Pride and Pearls, je pense que ça sera mon tricot du matin. Mais je pense pas réussir à lire en même temps que je devrais suivre le motif, puisque il y a donc ce panneau texturé dessus. Donc vous avez cette torsade-ci en forme de losange, cette torsade qui ondule avec des noppes. Alors moi j'ai modifié les noppes, je fais pas des vraies noppes, je fais mes noppes à moi, hein, mes noppes de sauvage, qui se font d'un seul coup. On n'a pas besoin de tourner le tricot pour les tricoter. En fait ce sont juste des brins coincés sur eux-mêmes. C'est une méthode de noppes japonaise en fait, qui se fait au crochet, mais que moi je fais avec des aiguilles. Voilà, notre petite torsade plus classique, et du point de blé qui sera du coup le panneau au centre, et la même chose dans le dos. Et sur les côtés, on a des mailles envers. Voilà, j'ai un peu été optimiste sur la rapidité que ça me prendrait. Je me suis dit c'est bon, il n'y a pas de manche, c'est en Gilliatt. Pas du tout Audrey, pas du tout, c'est des torsades. Mais c'est très très satisfaisant, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de torsade. Je fais souvent en fait des motifs qui mélangent torsade et dentelle. Mais là j'ai quand même... voilà, ça me manque un peu de faire juste des pures torsades. Et c'est vrai que là je regarde les prochains modèles que moi j'ai prévu de créer. Il n'y a pas beaucoup de torsades. Il n'y a pas beaucoup de torsades. Il y en aura plus... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va pas du tout ça. N'importe quoi. Faut que je réimprime mon truc, il manque un bout. Ouais. Mais j'ai des projets perso par contre, où il y a plein de torsades. Voilà, donc je satisferai certainement mon envie de torsade pour des projets perso bientôt. Et en attendant, celui-ci m'amuse beaucoup. Mais oui. J'espère... Non, j'ai pas besoin que tu... J'ai une alarme. J'espère réussir à le finir pour Noël.
j'ai presque fini de lire L'école des bonnes mères de Jessamine Chan et j'ai quelques pensées que je voulais pas oublier. Alors c'est toujours très prenant, c'est intéressant, c'est plutôt bien fait. Il me manque un peu quelque chose, je pense, pour que ce soit pour moi une excellente lecture et pas juste une très bonne lecture. Je sais pas, ça va dépendre de la fin, j'aimerais bien être surprise par la fin. Mais j'ai un peu le sentiment, l'intuition que ça va finir d'une certaine façon. Et ouais, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus vif pour finir cette lecture. Ce que j'aimais bien jusqu'à un certain point dans le livre, c'est que pour une dystopie, c'était pas complètement manichéen. Alors, surtout dans les dystopies un peu plus modernes, il y a vraiment aucune subtilité morale. Disons que les personnages sont vraiment des victimes, l'oppression est tellement aberrante que voilà, il n'y a pas de conflit moral à ce niveau-là pour le lectorat ou l'audience, si c'est des films ou quoi. Et voilà, les institutions ou les gouvernements qui oppressent, c'est vraiment c'est des méchants. Et là, jusqu'à un certain point, alors oui, l'institution, l'école en question, ça va bien. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que les mères qui ont été du coup accusées de maltraitance, de négligence, etc. et qui se retrouvent là, c'est vrai, jusqu'à un certain point, il n'y avait pas de cas où on se disait non mais vraiment là ils abusent un peu, c'est complètement déraisonnable, c'est disproportionné, etc. Non, c'était il y a des vrais parfois crimes, et du coup ça ajoutait une moralité différente où voilà, ça faisait plus réfléchir sur les systèmes judiciaires, etc. qui, s'ils ont une intention et un fonctionnement néfaste, qui est le cas dans ce livre, ils n'en sont pas justifiés par les crimes des personnes dont ils sont censés s'occuper. Et du coup, c'était un point assez intéressant, notamment à travers le point de vue de Frida, qui, elle, joue très bien, elle est très humaine en fait, elle a une très bonne ambivalence entre ses réactions émotionnelles d'injustice où elle se justifie, elle méprise un peu parfois les mères autour d'elle, elle se victimise pas mal de manière plus ou moins justifiée, et en même temps elle va tout de suite après cet émoi va tout de suite après avoir une réaction plus rationnelle, parfois trop, dans le sens de l'école, et il y a la notion de culpabilité, de ce sentiment de culpabilité justifié et pas justifié, et bien exprimé, je trouve, dans les sentiments de Frida qui nous sont retranscrits. Et donc je trouvais que, surtout avec elle qui avait bien cette ambivalence, et avec les portraits des autres mères, c'était assez intéressant. Justement d'avoir cette... c'est le but de la dystopie, en fait, à un moment se dire... J'aurais pu penser que c'était légitime, et en fait, ah non, clairement, ça va pas du tout. C'est le but, c'est de montrer comment on glisse du... c'est acceptable à ça ne l'est pas. Et voilà, donc c'était quelque chose que je trouvais assez différent pour les dystopies écrites récemment que j'ai lues, étaient notamment si c'était des questions jeunesse. Alors là, c'est pas forcément jeunesse, hein. Frida a la quarantaine, non, elle vient d'avoir 40 ans là dans le livre. Et il y a quand même des... Voilà, c'est pas du tout axé jeunesse. Mais
les dystopies récentes que j'ai lues l'étaient. Et il n'y avait pas du tout de cette nuance-là, sur ce point-là, sur cet aspect moral-là. Et là, à peu près vers la fin, il y a quand même un petit virement où clairement on voit que cette nuance est un peu passée. Et il y a eu d'autres révélations, d'autres éléments qui font que on l'a un peu perdu, je trouve. Mais ça reste quand même intéressant. On a un peu une impression de fatalité. Forcément, ça va arriver, etc. Et je me demande si la fin va avoir un peu un retournement ou pas. Mais voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je voulais aussi vous remercier parce que dans le premier Vlogmas, je vous disais que j'avais un petit peu de mal à trouver des romans noirs ou des thrillers qui me plaisaient. Et beaucoup d'entre vous m'ont conseillé Fred Vargas. Et en fait, oui, vous savez, je pense qu'on a tous Marius est en train de vraiment assassiner son porridge avec sa cuillère. Je sais pas si vous entendez. C'est vrai, c'est une autrice que je n'ai jamais lue et je pense qu'on a tous des trucs comme ça, quel que soit le divertissement, qui sont hyper évidents, hyper populaires et qu'on oublie constamment. Et j'oublie tout le temps de lire Fred Vargas. En fait, je pense que genre, tous les 6 mois, je me rappelle qu'elle existe et je me dis ah oui c'est vrai, il faudrait peut-être que je découvre parce que ça a l'air de potentiellement pouvoir me plaire. Donc le fait de l'avoir lu dans vos commentaires, je me suis dit, allez, ça suffit, je fais la décision de me lancer parce que sinon je vais encore oublier. Et donc j'ai acheté le premier du commissaire Adamsberg, je crois. Alors me dites pas que c'est pas le meilleur, etc. Je sais pas si on peut les lire dans le désordre ou pas, mais moi j'aime bien commencer voilà, au début. Et de toute façon, quand je découvre un auteur ou une autrice, je me laisse quand même plusieurs livres, surtout si c'est quelqu'un qui a une grande bibliographie et qui a pu évoluer, qui a pu faire des choses très différentes. Donc, à moins que je déteste absolument, j'en lirai certainement 2-3 avant de me faire un avis. Mais ce sera peut-être ma prochaine lecture, sauf si je suis déprimée et que j'ai besoin d'un truc avec une humeur un petit peu différente entre les deux. Voilà, voilà. Je tricote mon pulsange Juniper pour ma mère. J'aurais aimé arriver à la fin du corps hier soir. Je n'ai pas réussi. On est samedi, je ne l'ai pas dit, on est samedi. Je n'ai pas réussi à venir au corps, mais j'ai presque... Normalement, je pense que je dois faire encore 3 rangs et que je pourrais séparer. Et commencer... Alors, je sais pas si on fait le dos ou les devants d'abord. J'espère qu'on fait le dos. Moi, j'aime bien faire les trucs longs d'abord. Et comme c'est un col V, les devants seront plus fins. Voilà le petit point du samedi. Je sais pas à quel point je vais filmer ce week-end. On va, si tout va bien, normalement cet après-midi, au refuge de la SPA pour voir. Pour voir, c'est une tentative. Je verrai si ça aboutit ou pas, si ça aboutit tout de suite ou s'il faut qu'on y retourne. Je ne sais pas. Par mail, c'était pas très clair. Donc, ouais. Je vous filmerai pas là-bas sur place, je pense, sauf si peut-être que Marius voudra filmer. Est-ce que j'ai pas oublié de faire une torsade? Non, c'est bon. Peut-être que Marius voudra filmer. On verra. Je vous reprendrai de toute façon certainement plus tard pour vous dire si jamais il y a eu l'éclat que j'attendais dans mon livre.
coup du dimanche matin, je vous filme un petit bout avant de faire le montage de ce vlogmas. Donc on a récupéré hier Mouta, un petit chat, il a 8 ans. Il vient en fait d'une réquisition judiciaire. Donc il était au refuge depuis juin. Et voilà, donc je croise les doigts pour qu'il s'habitue un petit peu. Il est très câlin et très docile, donc au moins on sent qu'on arrive à le rassurer en lui faisant des papouilles. Mais voilà, il va aussi falloir que je m'amuse à lui faire plein de petites cachettes en hauteur. On aimerait bien lui construire une sorte d'escalier pour qu'il puisse monter en haut des bibliothèques, parce qu'il a l'air de vouloir... c'est un chat, hein, il va aller en haut. Et du coup, je vais un peu réarranger, je pense, mes livres pour qu'ils puissent se faufiler, se mettre à certains endroits. Il va falloir qu'on achète 8000 coussins et plaids pour qu'ils se mettent dessus, parce qu'il adore. Ouais. Voilà. Pour ce petit vlogmas qui, je l'espère, vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Officiellement, ce vlogmas sera maintenant 33% tricot, 33% lecture et 33% le chat.